Il existe une plante qui détruit le concept de famine. Elle produit de la nourriture 12 mois par an, racines, pousses, pollen, graines. Chaque partie est comestible. Elle pousse dans tous les climats où l'eau touche la terre. Elle produit 10 fois plus d'amidon que les pommes de terre par acre. Et elle le fait sans une seule goutte d'engrais, sans labour et sans plantation. Pendant 30 000 ans, ce fut le supermarché de l'humanité. Puis nous avons asséché le supermarché. Nous avons remplacé un système pérenne d'abondance par des fermes annuelles qui empoisonnent notre lit d'eau. Et nous avons appelé la plante la plus utile de l'histoire, une mauvaise herbe. C'est l'histoire du supermarché du Marais que nous avons jeté juste avant d'en avoir le plus besoin. L'archive s'ouvre il y a 30 000 ans, le long des rives du fleuve Yangtze en Chine. Un site archéologique datant du Paléolithique. Des chercheurs analysant des outils anciens ont trouvé quelque chose qui ne devrait pas être là. Des grains d'amidon, non pas du blé, non pas du riz, mais des racines d'une plante sauvage des zones humides. Ils ont trouvé des résidus humains, prouvant que bien avant l'invention de l'agriculture, avant que quiconque ne songe à labourer un champ, les gens transformaient cette plante en farine. Faisons un bond en avant jusqu'à un site en Italie, vieux de 30 000 ans. Des pierres à moudre, recouvertes du même résidu. Ce n'était pas une nourriture de secours, c'était un aliment de base, dans un monde où la survie signifiait savoir quoi récolter en premier. Nos ancêtres ont choisi cela, non par sentiment, mais pour survivre. C'est la macette. Scientifiquement connue sous le nom de Typha latifolia, elle a été conçue par l'évolution dans un seul but, nourrir en continu. La plupart des cultures ne donnent qu'une récolte par an. La macette en donne 4. Au début du printemps, les jeunes pousses émergent de la boue. On épluche les feuilles extérieures pour révéler un cœur blanc et croquant. Elle a le goût de concombre. Lorsque les Européens l'ont goûtée pour la première fois en Russie, ils l'ont appelée asperge cosaque. C'était une délicatesse qui a sauvé des milliers de personnes du scorbut après de longs hivers. Au début de l'été, les inflorescences vertes apparaissent. Avant qu'elles ne pollinisent, on les récolte et on les fait bouillir. Elles ont le goût d'épis de maïs, mais avec une profondeur terreuse et riche. Au milieu de l'été, les fleurs mâles libèrent leur pollen. Ce n'est pas de la poussière, c'est de l'or. C'est une farine riche en protéines, prête à être récoltée. On peut secouer une seule tige et en recueillir des cuillerées. Les peuples autochtones le mélangeaient avec de l'eau pour faire des gâteaux et des pains jaunes vifs. En hiver, quand le reste du monde est mort et gelé, le vrai trésor attend sous terre. On creuse les racines, les rhizomes. Elles sont remplies de 30 à 46% d'amidon en poids. Un acre de macette peut produire 6400 livres de farine. C'est plus que le blé, plus que le maïs, plus que le seigle. Et vous n'avez jamais planté une graine. Le peuple Pute avait un clan appelé les mangeurs de macette. Les Kawiya se nommaient les gens de la macette. L'énorme base de données ethnobotaniques de Daniel Merman catalogue l'utilisation des plantes par les Amérindiens. L'entrée sur les macettes est l'une des plus longues du livre. Presque toutes les tribus vivant près de l'eau avaient compris l'importance de cette plante. Elles séchaient les racines pour les stocker en hiver. Elles les réduisaient en farine pour la bouillie. Mais ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était de la technologie. Elles tissaient les feuilles en nattes imperméables pour les wigwams. Elles tordaient les fibres en cordage, plus résistants que le chanvre. Elles utilisaient le duvet des têtes de graines pour isoler les mocassins contre le froid glacial de la neige et pour doubler les couches des nourrissons. La gelée trouvée entre les jeunes feuilles est un puissant antiseptique et anesthésiant utilisé pour traiter les blessures et les maux de dents. Une plante fournissait nourriture, médicaments, abris et vêtements. Un peuplement naturel peut compter 86 000 tiges par acre. Un seul système racinaire peut s'étendre sur 3 acres. Ce n'était pas une mauvaise herbe, c'était une infrastructure. Et elle ne nécessitait rien. Pendant 30 000 ans, ce fut la définition de la richesse. Alors, comment un système alimentaire aussi abondant a-t-il disparu? Ce n'est pas la nature qui l'a tué, c'était la politique. L'éradication a commencé en 1849. Le Congrès des États-Unis a adopté la première loi sur les terres Marora-Granjima, terres marécageuses. Elle allait donner des millions d'acres de zones humides fédérales aux États à une condition, les drainer. La théorie économique dominante du XIXe siècle était simple.
l'eau stagnante sur Terre est un gâchis. Un dictionnaire géologique de 1822 définissait un marais comme une parcelle de terre avec un sol humide et boueux. Une telle terre est non rentable, voire une nuisance, tant qu'elle n'est pas drainée. Nuisance, c'est le mot qu'ils utilisaient pour l'écosystème qui nourrissait le continent. En 1850, la loi s'est étendue. Arkansas, Alabama, Californie, Floride, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Missouri, Ohio, Wisconsin. 50 millions d'acres ont été transférés avec le mandat de détruire l'hydrologie. Le gouvernement a publié des guides sur la façon de le faire. Des titres comme « Drainer pour le profit » sont devenus des best-sellers. En 1902, l'invention de la trancheuse à vapeur automotrice Buckeye a mécanisé la destruction. Elle pouvait poser des tuiles de drainage plus vite que 100 hommes. Le grand marais noir de l'Ohio, autrefois un énorme puits de carbone et une forêt nourricière, a été complètement asséché. Les Everglades de Floride, 20 millions d'acres ont été canalisés et détournés. Le delta de Sacramento-San Joaquin a été asséché. Entre les années 1950 et 1970, le drainage agricole à lui seul a détruit 12 millions d'acres de zones humides. Sur les 221 millions d'acres de zones humides qui existaient autrefois dans les 48 États inférieurs, il n'en reste que 103 millions. Plus de la moitié a disparu. Et avec elle, les massettes. Qu'est-ce qui a poussé à leur place? La ceinture de maïs, la région agricole la plus riche du monde. Nous avons échangé un système alimentaire pérenne et autosuffisant contre des cultures annuelles qui nécessitent des milliards de dollars en engrais, pesticides et carburant diesel. Mais les zones humides n'ont pas seulement été drainées pour l'agriculture. Elles l'ont été parce que les massettes avaient un défaut fatal. Elles ne pouvaient pas être contrôlées. On ne peut pas vendre des graines de massettes. Chaque année, elles se replantent toutes seules. On ne peut pas breveter une plante qui s'étend sur 3 acres à partir d'une seule racine. On ne peut pas taxer quelqu'un qui entre dans un marais et récolte du pollen. Un système alimentaire pérenne qui se régénère est une menace pour une économie bâtie sur la rareté. Donc les zones humides ont été drainées, les massettes ont été tuées et la connaissance a été qualifiée de primitive. Mais la connaissance est plus difficile à tuer que les plantes. Et la nature a une façon d'offrir des solutions aux problèmes que nous créons. La recherche moderne sur les massettes a commencé dans les années 1980, non pas pour l'alimentation, mais pour l'énergie. Des scientifiques du Minnesota ont découvert que les massettes produisent 22 tonnes de biomasse par acre. C'est une quantité d'énergie stupéfiante. Puis les chercheurs ont trouvé quelque chose d'encore plus important. Les massettes sont les reins de la terre. Elles absorbent l'azote et le phosphore de l'eau polluée. Les engrais que nous répandons sur nos champs de maïs s'écoulent dans l'eau, provoquant des proliférations d'algues toxiques. Planter des massettes absorbe cette pollution. La récolte de 250 acres de massettes élimine 5 tonnes de phosphore de l'écosystème. Lorsque vous brûlez cette biomasse comme carburant, la cendre qui reste est un engrais pur, du phosphore capturé et prêt à être remis sur les champs. C'est une boucle fermée. L'Institut international du développement durable du Manitoba récolte commercialement les massettes depuis 2012. Il récolte 15 à 20 tonnes par acre. Chaque tonne séquestre plus d'1 tonne de dioxyde de carbone. Et parce que les massettes sont vivaces, on les récolte comme une pelouse. On les coupe et elles repoussent l'année suivante. Pas de labour, pas de plantation, pas d'érosion. Comparez cela au maïs. Plantation annuelle, sol labouré, terre arable érodée, eau polluée. Les massettes assainissent l'eau, construisent le sol, séquestrent le carbone et produisent de la nourriture 12 mois par an. Mais presque personne ne le sait. Nous les appelons toujours des mauvaises herbes. Les propriétaires fonciers fonciers d'Amérique du Nord dépensent des millions de dollars chaque année à pulvériser des herbicides pour tuer la plante alimentaire la plus productive du continent. Nous empoisonnons la solution pour protéger le problème. L'histoire de la massette n'est pas une question de redécouverte, c'est une question de reconnaissance. La connaissance n'a jamais été perdue, seulement ignorée. Et maintenant, alors que le monde dépense des milliards à concevoir des cultures résistantes à la sécheresse et des machines de capture de carbone,
La réponse attend dans le fossé au bord de la route. La plante qui a nourri l'humanité 12 mois par an. La plante qui a survécu au drainage de 65 millions d'acres. Elle n'a jamais cessé d'offrir ses dons. Elle a simplement attendu que nous nous en souvenions. Cette connaissance n'est pas perdue. Elle pousse dans chaque marais, chaque berge de rivière, chaque bord d'étang. La plante que nous appelions une mauvaise herbe pourrait être l'avenir de notre survie. Tout ce qu'elle demande, c'est que nous regardions au-delà du profit de la charrue et que nous voyions ce qui a toujours été là, le supermarché du Marais. Si cette découverte vous a éclairé, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque j'aime et chaque partage aide à préserver cette sagesse ensemble. La prochaine découverte s'ouvre bientôt.